Goedemorgen, bonjour. Je peux vous demander de éteindre votre micro, s'il vous plaît. Dank u wel. Voilà, je propose qu'on commence. Voilà. Voilà. Alors, un petit point donc, sur la situation épidémiologique et la situation vaccinale. Donc, la situation épidémiologique, je pense que également à Bruxelles, hein, donc on voit quand même que tous les indicateurs sont à la hausse, hein, donc depuis maintenant quelques jours quand même. Le taux d'incidence a de nouveau augmenté et se trouve aujourd'hui à 637 cas positifs par 100 000 habitants sur 14 jours, qui est quand même une augmentation importante vis-à-vis de la semaine passée, mais par contre, donc, une augmentation moins importante que dans les autres provinces, disons, en Belgique, et où on voit également donc, qu'il y a quand même quelques provinces, en Wallonie et Luxembourg, qui ont une incidence qui est plus élevée que la nôtre, mais donc où on reste quand même la 4e province plus ou moins au niveau des taux d'incidence. Ceci avec un nombre de tests qui a réaugmenté, donc avec 8000 tests par jour, donc des tests PCR par jour, et toujours plus ou moins 1000 tests antigènes qui sont faits. Et un taux de positivité qui a aussi remonté et qui se trouve aujourd'hui à 8,4%, ce qui est un peu moins élevé que le taux de positivité pour la Belgique. Mais par contre, donc, où la région bruxelloise fait quand même toujours plus de tests que les autres régions, justement parce qu'il y a encore beaucoup de retours voyages, etc. et qu'on essaye justement de réduire les seuils pour avoir accès aux tests au maximum. Donc, ça se traduit également donc, dans une valeur R qui est de nouveau plus élevée que 1. Donc, on a 1,23 pour le moment. Donc, ça veut dire qu'on a augmentation de nouveau. Donc, la 4e vague qui s'annonce, avec, comme vous voyez à gauche, donc, les cas positifs qui se trouvent surtout encore dans les catégories d'âge plus jeunes, donc avec notamment les 10 jusqu'à 19 ans, qui représente quand même la catégorie avec le plus de cas positifs pour le moment. Alors, si on regarde la traduction au niveau des hospitalisations, donc on voit quand même que là aussi, il y a une légère augmentation du nombre de personnes hospitalisées vis-à-vis la semaine passée et la semaine d'avant. Donc, on est maintenant plus ou moins autour de 220 cas, tandis qu'avant, on était à plus ou moins 200 cas. Les personnes en soins intensifs, pour le moment, sont encore stables. Mais on s'attend également à une augmentation pour les soins intensifs, surtout donc pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc ça reste quand même aussi un constat que la traduction des personnes qui testent positif versus alors les hospitalisations, et ensuite certainement pour les soins intensifs, que ça reste quand même surtout des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées. Et donc les décès pour le moment restent encore stables, heureusement, donc on est autour de 20 cas par semaine plus ou moins. Dus eventjes de epidemiologische situatie. Dus dat we ook duidelijk zien dat ook voor onze Brusselse regio terug aan een stijging begonnen zijn. Sinds eind vorige week, laat ons zeggen. Die stijging is minder prominent dan voor een aantal andere provincies in België. Maar natuurlijk staat Brussel al op een hoger niveau van incidentie. Maar we zitten dus nu op 637 positieve gevallen per 100.000 inwoners op 14 dagen. Maar waarbij we wel zien dus dat er een aantal andere provincies zijn, met name Luxemburg en een paar provincies in Wallonië, waar die incidentie hoger ligt. En waar we dus ook zien dat ook in de Vlaamstalige provincies de incidentie zeer sterk aan het stijgen is.
In Brussel wordt nog altijd veel getest, dus we zitten terug aan 8000 testen per dag, PCR-testen. Daaraan moeten nog een duizendtal antigeentesten per dag worden toegevoegd. De positiviteitsratio voor de PCR-test ligt op 8,4%, wat dus een serieuze stijging is ten opzichte van de 6 à 6,5% die we de vorige weken hebben gekend, maar wel iets lager ligt dus dan het positiviteitsratio voor gans België. En dus een R-waarde dus, die dan natuurlijk ook aan het stijgen is en waar we terug op 1,23 zitten. En zoals u kan zien, links is dus eigenlijk nog altijd de stijging van de positieve gevallen, het voornamelijk in de lagere leeftijdscategorieën, met de uitschieterij voor de 10 tot 19-jarigen. Als we dan kijken dus van de vertaling van positieve gevallen naar hospitalisaties, valt dat op dit moment nog redelijk mee. Dus we zien wel een lichte stijging dus van het aantal mensen die gehospitaliseerd zijn, maar ongeveer 5% ten opzichte van vorige week, maar waar natuurlijk al Brussel al vrij hoog zat. Op het niveau van de intensieve zorgen blijven we daar rond de 22 à 23% van de bedden in intensieve zorgen die bezet zijn. Dus voorlopig blijft dat stabiel, maar is natuurlijk een hoog percentage. En we verwachten ons natuurlijk door de stijging in het aantal positieve gevallen en hospitalisaties dat ook in intensieve zorgen de druk terug zal toenemen. Dus, en we zien daar dus ook nog altijd dat voornamelijk dus niet-gevaccineerden op intensieve zorgen terechtkomen. Dus daar opnieuw de boodschap en de verdere efforts die worden gedaan om vaccinatie nog verder te doen stijgen. En tot slot nog, het aantal sterfgevallen is momenteel nog stabiel, waar we ongeveer aan een drietal sterfgevallen per dag zitten ongeveer. Dus als we dan eventjes kijken, gewoon ter vergelijking met vorig jaar, wat er aan het gebeuren is. Dus je ziet hier in het oranje, donker oranje zijn eigenlijk de hospitalisaties van 2020 en licht oranje de intensieve zorgen. In het blauw zien we dan dezelfde cijfers, dus donkerblauw voor de hospitalisaties in 2021 en de personen in intensieve zorgen dus voor in het lichtblauw. En dus daarbij zien we dus dat we nu met de hospitalisaties dus nog altijd onder die derde golf zitten, maar dat die toch wel aan het stijgen zijn. Hetzelfde geldt dus voor de intensieve zorgen, maar daar zien we dus eigenlijk dus dat de ratio van positieve gevallen, dus zowel naar hospitalisatie toe en naar intensieve zorgen toe, toch wel wat verminderd is ten opzichte van de vorige golven. Maar waar we nu toch wel zien ook wel dat er waarschijnlijk wel een kans is dat we effectief wel in die vierde golf terecht zijn gekomen. Et donc ici, on voit l'évolution des hospitalisations. Donc pour 2020 en orange et en 2021 en bleu. Donc les couleurs foncées, ce sont le nombre d'hospitalisations. Les couleurs légers, ce sont les soins intensifs. Et donc, on voit quand même que le nombre d'hospitalisations pour le moment, donc en bleu, sont encore plus faibles que la troisième vague qu'on a connue en printemps 2021, mais où on voit quand même qu'il y a l'augmentation qui commence maintenant. Le deuxième constat, c'est le fait que les ratios entre le nombre de contaminations et le nombre d'hospitalisations a quand même diminué, donc grâce à la vaccination. Et la même chose s'applique pour la conversion entre le nombre de personnes hospitalisées et les soins intensifs. Mais donc quand même vigilance et donc vraiment aussi ce qu'on voit qu'on est quand même dans une augmentation qui est en train d'accélérer et donc où on se trouve quand même vraiment au début de la quatrième vague, malheureusement. Donc voilà, donc le message reste en premier lieu, hein, donc vraiment de continuer la vaccination. Hein, donc on va vous montrer les chiffres tantôt. On a encore un test gratuit après la vaccination, donc jusqu'au 31 octobre, donc jusqu'au moment qu'on a fait encore sa vaccination, jusqu'à la fin de la semaine, donc le 31 octobre. On peut encore obtenir un test gratuit dans la période qui suit la vaccination, avant que la vaccination s'est intégrée dans le Covid Pass. Donc, cette action va s'arrêter. Donc, les personnes qui veulent encore en profiter doivent quand même encore se laisser vacciner cette semaine encore. Dus de actie die we gedaan hadden om mensen nog de kans te geven om zich te laten vaccineren en daarna nog een gratis test te krijgen om eventueel naar een evenement te gaan, loopt af dus op 31 oktober. Dus de personen die zich nog op 31 oktober laten vaccineren, kunnen nog 1 gratis test krijgen tot 15 november. Om op die manier toch nog aan een evenement te kunnen deelnemen. Daarna is die actie afgelopen en is de test betalend voor ieder. Of die dan al dan niet gevaccineerd is en nog in de periode zit vlak na de vaccinatie, zal die toch voor de test moeten betalen.
Alors, un point sur les tracings dans les écoles. Donc, comme tout le monde a pu suivre, on a eu plusieurs discussions avec les cabinets de l'enseignement et l'ONE, donc pour regarder ensemble également avec la région wallonne le tracing pour les écoles francophones. Et donc, à partir de la semaine du 8 novembre, donc après les congés de Toussaint, le call center au niveau de la région bruxelloise vont reprendre en fait le tracing de tous les cas positifs des élèves. Donc, on reprend cette charge de travail des PSE et donc on va appeler les cas positifs nous-mêmes et donc également faire le tracing des contacts à haut risque dans la classe et dans l'école. Donc ça, c'est vraiment la chose qui change, c'est le fait que c'est le call center qui va appeler l'enfant et vraiment également demander les contacts à haut risque dans la classe et ou dans l'école. Et donc, de cette manière-là, en fait, reprendre une partie du tracing du PSE, donc du médecin scolaire. Et donc, mais on va continuer donc à signaler les cas positifs aux écoles et au PSE. Et donc, au moment qu'il y a un foyer dans une classe, c'est de nouveau au PSE et à l'école donc de prendre les actions nécessaires, c'est-à-dire à certains moments de décider de fermer oui ou non une classe, quitte à voir même une école. Dus, et cette règle est uniquement d'application en milieu scolaire francophone, du côté néerlandophone. Donc, les CLB continuent à faire le boulot comme ils ont fait jusqu'à présent. Dus eventjes samenvatten hier is eigenlijk dus dat de tracing in de scholen gaat aangepast worden vanaf de week na de herfstvakantie, dus vanaf de week van 8 november. Waarbij dus het Brusselse callcenter, net zoals het callcenter van Wallonië, dus de tracing zal overnemen van de schoolartsen voor positieve gevallen in een klas. Wat er exact gaat gebeuren is dus eigenlijk dus dat het callcenter, die nu vandaag ook al de positieve gevallen opbelt, daar ook zich gaat informeren naar de hoogrisicocontacten binnen de school, dus binnen de klas en eventueel breder binnen de school. En eveneens ook die hoogrisicocontacten gaat opbellen en gaat dus een testvoorschrift voorschrijven. De opvolging van potentiële clusters die gaat nog blijven gebeuren door de school zelf. Dus het callcenter gaat ook dus de scholen en de schoolartsen blijven informeren van de positieve gevallen binnen de school. En het is dus nog altijd aan de schoolarts en de school zelf om dan eventueel maatregelen te gaan nemen in samenspraak met onze hygiënedienst om bepaalde klassen en of scholen te gaan sluiten. Dus dat is het systeem dat gaat veranderen op het niveau van de Franstalige gemeenschap. Op het niveau van de Nederlandstalige gemeenschap blijven de regels invoegen zoals dat tot nu toe het geval was. Alors, si on regarde un peu la situation vaccinale, donc je pense que, allez, on est quand même fiers de pouvoir annoncer qu'on a atteint maintenant 70% de taux de vaccination pour les 18+, en première dose toujours, mais les deuxièmes doses suivent quand même toujours assez proches. Donc, ça veut dire que quelque part, on a atteint les niveaux maintenant qui étaient préconisés tout au début de la campagne de la vaccination. Mais évidemment, c'est tout ce qu'il faut aller plus loin maintenant. Donc, on continue les efforts et on continue à augmenter ce pourcentage. Également, au niveau de la couverture totale, on est aujourd'hui à 57%. Donc là, également, on a gagné un point en première dose et également un point en deuxième dose vis-à-vis la semaine passée. Et donc, on voit quand même toujours qu'on continue à avancer, donc toutes les catégories d'âge, et que donc les personnes les plus âgées, les plus vulnérables sont vraiment à un pourcentage de vaccination assez élevé. Dus we zien hier dus dat we met enige trots mogen melden dat we toch de 70% vaccinatiegraad van de 18-plussers hebben gehaald nu. Dat was het initiële doelstelling die was vastgelegd in het begin van de vaccinatiecampagne, die wij nu ook gehaald hebben na heel veel inspanningen van iedereen om daartoe te geraken. We blijven natuurlijk verder gaan, want die 70% is niet meer voldoende om voldoende bescherming te gaan bieden en groepsimmuniteit, maar toch een mooie realisatie, denken we. En natuurlijk moet die 70% zich ook nog gaan doorzetten in volledige gevaccineerde bevolking. We zien eveneens dus dat eigenlijk de totale vaccinatiegraad ook met een procent gestegen is en die dus nu 57% bedraagt voor de ganse bevolking in eerste dosis en 54% voor het globaal. En waar we dus zien dat de stijging blijft plaatsvinden in alle leeftijdscategorieën. Ja.
Alors, si on regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée, donc on a quand même de nouveau vacciné 30 000 doses la semaine passée. Ça fait déjà un bon moment qu'on a eu ce volume-là. Au niveau de première dose, donc on a vu une augmentation de 26%, sans doute quand même liée en partie avec l'introduction du CST. Mais donc, on a quand même maintenant 11 400 doses de première dose qui ont été vaccinées. Les deuxièmes doses continuent en fonction du volume des premières doses, hein, donc un mois plus tôt. Et on a également vu la semaine passée quand même que les doses de rappel ont été doublées. Et donc, on est plus ou moins maintenant à 10 000 doses la semaine passée, donc pour les personnes immunodéprimées et les 65 plus qui ont été invitées donc à partir du 4 octobre sans rendez-vous et à partir du 15 octobre plus ou moins avec donc une lettre d'invitation qu'ils ont reçue. On voit également donc quand même pour les écoles qu'on continue également à avancer. Donc entre le 1er septembre et aujourd'hui, donc on a quand même gagné 14% pour les premières doses des 12 à 17 ans. Donc ça veut dire presque 12 000 enfants qui ont été vaccinés en première dose et donc on a également une bonne augmentation encore en deuxième dose également. Un petit message qu'on voudrait quand même encore passer, c'est aussi le fait que, donc on a vu qu'il y a eu quelques files d'attente, pas importantes, mais quand même des petites files d'attente dans les centres de vaccination et des antennes et des bus le week-end passé. Et donc, où on invite quand même les personnes de 65 plus de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination ou même dans une antenne, il y a des endroits où on peut également prendre rendez-vous et de cette manière-là, de s'assurer qu'ils ne doivent pas attendre trop longtemps également. Et donc, ils peuvent ou bien prendre rendez-vous dans Bruvax ou appeler le call center avec le numéro de téléfoon qui est entre-temps bien connu. Dus als we kijken dus naar de vaccinatiecijfers, dan zien we dus dat we vorige week eigenlijk een zeer goede week hebben gehad. We hebben terug 30.000 dosissen kunnen plaatsen, wat toch wel een serieuze stijging is ten opzichte van de weken daarvoor. In de eerste plaats zien we dus dat we toch 26% hebben gewonnen in eerste dosissen. Er waren dus vorige week 11.400 eerste dosissen. Hoogstwaarschijnlijk toch wel een impact van de CST die is ingevoerd geweest. De tweede dosissen volgen altijd de eerste dosissen van een maand ervoor. En we hebben vorige week ook gezien dus dat in de rappeldosissen, dus de mensen van immunodeprimé en dus de 65-plussers, dat we daar ook het volume verdubbeld hebben. En dat we nu bijna daar ook aan 10.000 doses zaten vorige week. Dus waar we toch zullen zien dat er toch wel een mooie stijging is. En dus verder zien we ook dus op het niveau van de scholen, dus de vaccinatie, de sensibilisering in de scholen en daarna de vaccinatie. Dus dat daar ook wel de percentages blijven stijgen. En waarbij we dus nu zien dat sinds het begin van het schooljaar toch 14% van de kinderen dus een eerste dosis heeft gehad, extra 14% van de kinderen, dus bijna 12.000 kinderen die daar een eerste dosis hebben gehad en waarbij ook de tweede dosis nog sterk gestegen zijn. Kleine vraag nog aan de 65-plussers is om toch in de mate van het mogelijke, als mensen een wachtrij willen vermijden, om toch een afspraak te maken vooraleer dat ze naar een vaccinatiecentrum gaan. En dat kan dus heel gemakkelijk via Bruvax of het bellen van het callcenter. En op die manier kunnen we ervoor zorgen dus dat we geen lange wachtrijen krijgen. Zeker voor mensen die ietsje minder mobiel zijn en dus iets minder lang willen wachten, kan dat wel een plus zijn. Dus vivement conseillé de prendre rendez-vous. Dus als we dus zien naar het COVID Safety Ticket, dus zoals we altijd gezegd hebben, het COVID Safety Ticket is er vooral om ervoor te zorgen dus dat we de verschillende sectoren kunnen blijven openhouden. Dus het is een sanitaire maatregel om ervoor te zorgen dat we op een relatief veilige manier toch met elkaar kunnen op restaurant gaan, op café gaan, naar het theater gaan en zo verder. Dus we zien daar dus met de invoering van het COVID Safety Ticket dus ook wel een impact op vaccinatie. Dus zelfs als dat niet de eerste doelstelling is, zien we daar wel toch een positief effect van. Wat ons alleen maar tevreden kan stemmen, omdat natuurlijk die vaccinatiegraad verder naar boven moet als we uit deze crisis willen geraken. Misschien ook nog goed om te vermelden is dus dat we eigenlijk alle 65-plussers ook via de post hun vaccinatiecertificaat hebben opgestuurd, om er zo voor te zorgen dus dat ze eigenlijk zeker ook gerust op café, restaurant en zo verder kunnen gaan, zonder dat ze alle moeilijke digitale informatie misschien bij elkaar moeten gaan sprokkelen.
Et donc, ce qu'on voit avec l'introduction du Code Safety Ticket, donc, en tout premier lieu, c'est toujours donc, pour pouvoir garder les différents secteurs ouverts. Donc, on veut vraiment que chacun, chacune peut continuer à profiter d'aller au restaurant, au café, au théâtre, etc., etc. Ce qui nécessite maintenant donc, de pouvoir présenter son CST. En deuxième lieu, on voit également, donc ça a quand même sans doute un impact positif sur le nombre de vaccinations qu'on fait, donc avec l'augmentation de 26% vis-à-vis la semaine passée, donc de première dose, ce qui est évidemment un bon résultat secondaire. Et donc pour faciliter la vie aux 65+, on a donc également envoyé leur certificat de vaccination via la poste, donc de cette manière-là justement pour aider ces gens qui sont parfois un peu moins digitales de pouvoir quand même facilement aller faire les activités de loisirs et donc de ne pas devoir télécharger l'application, etc. Et donc, on a également vu que donc, pour le Covid Safety Ticket, qu'il y a quand même encore des améliorations qu'on peut faire donc, au niveau de l'application et au niveau des contrôles. Et donc, on est en contact avec les secteurs et les communes pour justement voir comment on peut encore mieux contrôler pour être sûr que tout le monde applique bien ce COVID Safety Ticket, pas pour embêter les gens, mais pour vraiment pouvoir continuer à garder les secteurs ouverts. Certainement, on a vu la quatrième vague qui s'annonce maintenant, qu'il est super important que chacun, chacune s'assure d'être vraiment bien protégé avant de se rendre dans un lieu public et donc d'avoir des contacts assez étroits. Donc voilà, donc au niveau vaccination, donc, on continue à déployer toutes nos actions qu'on connaît. Donc on a pour le moment entre 20 et 30 initiatives par jour qui sont déployées sur la région, où vous trouvez toujours les différentes informations sur coronavirus.brussels. Dus we blijven eigenlijk altijd maar verder zetten en verder werken met onze verschillende vaccinatieinitiatieven, waarbij er ondertussen tussen 20 en 25 en 30 zelfs initiatieven per dag plaatsvinden over de regio, om iedereen op die manier zo makkelijk mogelijk een vaccin te kunnen aanbieden. En we vinden nog altijd al die informatie op coronavirus.brussels. Avec ici quelques exemples donc, des différents points de vaccination qui ont été déployés donc, la semaine passée, donc dans les marchés, avec des antennes dans des différents hôpitaux qui fonctionnent assez bien, avec des lieux populaires comme la place Ouart à Saint-Josse, comme aussi avec plusieurs pharmacies, donc les pharmacies en tour, où on a quand même déjà 25 pharmacies qui participent pour le moment, et où également donc, les pharmaciens continuent à sensibiliser pour pouvoir permettre une vaccination par la suite, et où également donc, les différentes actions de sensibilisation et d'explication continuent avec donc, des médecins et des infirmiers qui sont bien formés, expliquent aux différentes personnes de l'importance de la vaccination et également donc, la sécurité des différents vaccins. Dus hier zien we weer een voorbeeldje, een aantal voorbeelden uit het ganse gamma van initiatieven die er worden genomen in onze regio. Waarbij we dus een aantal bussen zien op markten, op vaak bezochte plaatsen, zoals de Place Houwaert en Sint-Joost-Node. Waarbij we dus ook dus in de ziekenhuizen een zeer goede respons hebben, dus in de antennes van de ziekenhuizen. Anderzijds ook dus waarbij onze Pharma on Tour nu toch ook al 25 apotheken kent die daaraan deelnemen. En waarbij dus de apotheker verder gaat met sensibiliseren en dus de mensen zich onmiddellijk kunnen laten vaccineren dan buiten de apotheek in het vaccinatiepunt. En waarbij dus ook de verschillende sensibiliseringsacties verder worden geïntensifieerd. Met bijvoorbeeld hier een voorbeeldje van een dokter die dus uitleg aan het geven is aan toch een zeer internationaal publiek van vrouwen, om eigenlijk echt het belang van vaccinatie nog eens goed uit te leggen en ook nog eens de vragen te beantwoorden rond de veiligheid van de vaccins en op die manier weer nieuwe zieltjes te kunnen gaan winnen. Donc voilà, donc pour résumer, donc évidemment, donc on est vraiment au début quand même d'une quatrième vague, malheureusement. Je pense que personne l'aurait voulu et beaucoup de monde, je pense aussi,
On avait cru qu'il y a encore avoir une quatrième vague qui s'annonce quand même maintenant. Donc, de plus en plus important de quand même vraiment prendre soin de soi et vraiment de prendre les actions nécessaires pour être bien protégé, pour se protéger et également de protéger les autres et de faire en sorte qu'on ne doit pas vraiment passer à des mesures plus importantes et de devoir décider à certains moments quand même de devoir refermer certains secteurs. Donc, le message vraiment à prendre avec, c'est le fait évidemment de continuer à se faire vacciner. Pour ceux qui n'ont pas encore été vaccinés une première fois, de vraiment se faire vacciner, donc la première et la deuxième dose, et également donc pour les personnes plus vulnérables pour la dose de rappel. Ça reste vraiment hein, le moyen, même si on voit qu'il y a quand même quelques personnes qui sont hospitalisées ou qui peuvent être malades après la vaccination. Ces pourcentages sont vraiment beaucoup, beaucoup plus faibles qu'avec des personnes qui ne sont pas vaccinées. J'ai encore eu Marc Knop au téléphone ce matin et qui me confirmait encore que les personnes en soins intensifs, ce sont les personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc, il faut vraiment continuer à se faire vacciner. C'est vraiment la meilleure solution contre la circulation du virus. Si alors, même vacciné ou pas vacciné, si on est malade ou on ne se sent pas vraiment très bien, essayez de rester au maximum chez vous et si vous devez quand même sortir, euh, portez le masque, faites attention, gardez les distances, etc. Et également, allez vous faire tester. Et donc, on a toujours la capacité de test partout dans la région où tout le monde peut se rendre avec des symptômes pour avoir un test, aussi bien dans les centres de test que dans certaines pharmacies. Si vous êtes positif ou vous avez un contact à haut risque, hein, donc essayez vraiment de rester en isolement ou en quarantaine. Également, donc c'est la même chose qu'avec une grippe et d'autres. Restez chez vous, n'allez pas infecter d'autres personnes et prenez soin de vous aussi de ne pas tomber trop malade. Si vous pouvez donc rester dehors pour voir des gens ou bien essayer d'aérer au maximum les différents lieux où on se trouve. Donc aussi au niveau du travail et d'autres, on conseille quand même de rester au maximum en télétravail. Mais s'il faut quand même se rendre au boulot, rester prudent et essayer aussi de bien ventiler. La même chose s'applique pour les écoles où la région a également prévu le financement des ventilateurs, etc. Et donc, si vous êtes une personne à risque, vraiment faites encore plus attention. Si vous avez des enfants aussi qui sont en quarantaine, ne les mettez pas chez vos grands-parents, mais essayez quand même de également bien protéger les personnes vulnérables. Et donc, donc pour les personnes vulnérables, faites double attention pour ne pas être infecté, pour ne pas tomber malade de nouveau. Dus we kunnen alleen maar proberen nog eens te herhalen dat het superbelangrijk is om voor zichzelf te zorgen en ook voor de anderen te zorgen. We zitten aan de vooravond van die vierde golf, jammer genoeg. Ik denk dat niemand het nog had gewild hè? En dat er zeker een grote moeheid is in de ganse bevolking om nog eens opnieuw door dezelfde periode te moeten gaan. Maar jammer genoeg is het nu zo. Wij kunnen jammer genoeg niet het virus aansturen, maar het virus heeft nog altijd de bovenhand. De natuur is sterker dan de mens. Ik denk dat dat gewoon een feit is. En dus ik denk de boodschappen die we kunnen meegeven is in de allereerste plaats voor zij die nog niet gevaccineerd zijn, om zich te laten vaccineren. Het zij voor die eerste, tweede dosis. Het zij voor de mensen die daarvoor uitgekozen zijn om zich ook door die rappeldosis te laten vaccineren, om zich op die manier, op de best mogelijke manier te laten beschermen. We zien nog altijd dat zowel op niveau van de hospitalisaties als op intensieve zorgen, dat er toch echt wel een grotere kans is voor mensen die niet gevaccineerd zijn om gehospitaliseerd te zijn, ernstig ziek te zijn, ten opzichte van zij die volledig gevaccineerd zijn. Dus blijf u vaccineren. Als u zich niet goed voelt, blijf bij u thuis. Zoveel mogelijk. En als u naar buiten moet gaan, probeer dan zo goed mogelijk afstand te bewaren en uw mondmasker te dragen.
En aarzel niet om je te gaan laten testen. We hebben voldoende testcapaciteit. We hebben 8 testcentra waar de mensen kunnen komen met of zonder voorschrift. We hebben de apothekers die ook symptomatische mensen kunnen testen. Dus laat u alsjeblieft testen. En van het moment dat u positief bent of u een hoog risicocontact bent, probeer alsjeblieft de quarantaine- en isolatiemaatregelen zo goed mogelijk te respecteren. Het is enkel op die manier, als we mogelijk positief zijn en we dan echt ook wel thuis blijven en zoveel mogelijk proberen die contacten te vermijden, dat we ook het virus onder controle kunnen proberen te houden. Voor de rest zoveel mogelijk verluchten. Dus probeer nog zoveel mogelijk mensen buiten te zien. En als het dan toch binnen is, om dan ramen, deuren en andere open te zetten. Ook in de scholen blijven verder investeren in de regio om daar zo goed mogelijke ventilatie te kunnen voorzien. En natuurlijk, als u een persoon bent met risico, 65 plus, met onderliggende aandoening of andere, wees extra voorzichtig en ga zeker tijdig uw mondmasker dragen, afstand bewaren en andere. En voor de ouders ook met kleine kinderen, zet die kinderen als ze in quarantaine zijn niet bij de grootouders, want dat is natuurlijk alleen maar meer risico opzoeken. Voilà, met deze dingen hopen wij dat we toch iedereen kunnen aanzetten. Een ene die er niet op staat, maar die belangrijk is ook als er een CST gevraagd wordt. Toon dan uw CST. Ga geen CST vervalsen, maar zorg er gewoon voor dat u een CST heeft. Dan beschermt u ook weer uzelf en de rest van de bevolking. Als we gaan verder activiteiten toelaten en er toch mensen zijn die te veel positief zijn, gaat dat alleen maar leiden tot verdere maatregelen die gaan moeten genomen worden en wat we natuurlijk ten alle kosten willen vermijden. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je ne sais pas s'il y a encore des questions. Niels, pardon. Ja, goedemiddag. Ik had een eerste vraagje, cijfermatig. Je zei 220 gevallen in de ziekenhuizen, maar je hebt niet gedefinieerd hoeveel er op intensieve zorgen liggen. Heb je daar een specifiek cijfer van? Dat zijn er een 60-tal momenteel, en dat is 22% van de capaciteit die daarvoor voorzien is. Is dat een aanzienlijke stijging of daar zei je dat het eigenlijk nog vrij stabiel blijft? Die intensieve zorg is stabiel, dus op de hospitalisaties zijn we een stijging van 5% ten opzichte van vorige week. Maar voor intensieve zorg zijn we daar nog stabiel op dit moment. Maar natuurlijk met de stijging van de ziekenhuisopnames vorige week verwacht ik daar ook wel dat er ook een stijging gaat zijn van de intensieve zorg. Ja. Op vlak van de PCR-testen, een hele tijd geleden, waren dat vooral terugkerende reizigers. Heb je een idee van hoe die onderverdeling nu is? Zijn dat hoogrisicocontacten? Zijn dat nog altijd mensen die terugkeren van weet ik dan ook waar? Of zijn dat mensen die willen uitgaan en daarvoor een PCR-test laten afnemen? Het is in ieder geval zo dus dat het aantal testen dat wordt afgenomen voor terugkerende reizigers serieus gedaald is. Dus ook het aantal positieve gevallen die van terugkomende reizigers komt ten opzichte van het totaal aantal gevallen zit nu ook een heel stuk lager dan dat in de zomerperiode was. Ik denk dat het ook logisch is dat er toch wel minder gereisd wordt ook momenteel. We zien dat het aantal symptomatische personen toegenomen is, dus in percentages. En de opsplitsing dan tussen mensen die dan komen voor aan een evenement deel te nemen versus anderen, daar heb ik eigenlijk de cijfers niet van. En de percentages heb ik, maar kan ik niet van buiten meegeven. Maar die kunnen wel op Sint-Zalen teruggevonden worden, of ik kan die wel voor je opzoeken op een later moment als je dat wilt. Maar dus ik denk ook, wat we ook wel vooral horen, is dat er voor de evenementen en zo verder, dat er toch ook wel heel vaak naar de apothekers en zo wordt gegaan, om dan een snelle antigeentest te krijgen en op die manier te kunnen deelnemen. Oké. Die 70% van de 18-plussers is nu gehaald. Maken jullie zelf analyses van waar een eventueel plafond zou liggen in die vaccinaties? Hoe verwachten jullie dat dat nog evolueert? Goh, ik denk, natuurlijk maken we een aantal simulaties. Ik denk, zolang dat we kunnen verder gaan met dus die eerste dosis zoals we die nu halen, is dat natuurlijk zo te beter. Ik denk dat inderdaad er op een bepaald moment wel een soort van plafond gaat komen. Maar zolang dat we toch er kunnen mee blijven die stijging zien, gaan we natuurlijk alle acties blijven verder zetten. We zien toch ook wel dus dat ook dus de combinatie, denk ik, van ja, het invoeren van het CST
Zeker ook het verder zetten van de sensibiliseringsacties die enorm veel ampleur nemen eigenlijk. Dus eigenlijk enorm breed aan het gaan zijn in de ganse regio. Waarbij we toch ook zien dus dat mensen toch langzaamaan daar ook door overtuigd worden, door in gesprek te gaan. En dan de combinatie, jammer genoeg, met ziekenhuisopnames die dan toch ook weer terug een beetje aan het stijgen zijn. Denk ik niet dat we vandaag al aan ons plafond zitten. Natuurlijk weten we dat er een bepaalde limiet op zit, maar zolang dat we kunnen blijven die stijging zien, denk ik dat we er ook mee gaan verder gaan. Alleen maar proberen om dat percentage nog verder naar boven te krijgen. Zoals je ook in de cijfers kan zien, zitten we in die hogere leeftijdscategorieën toch echt al wel een mooie percentages. De lagere leeftijdscategorieën blijven nog een progressiemarge hebben. Dus ik denk dat vooral op die leeftijdscategorieën nog is dat we ook moeten blijven verder inzetten en dat we ook wel doen. Maar ik heb het in het verleden nogal gezegd, ik denk niet dat wij aan de percentages van Vlaanderen of zo ooit gaan geraken. Dus daar moet ook realistisch in zijn. Nu jullie wel weer wat eerste dosissen toedienen, zijn er veel no-shows voor de tweede dosissen? Op dit moment valt dat nog goed mee. Dus als je kijkt ook naar de tweede dosis, die liggen in lijn met de eerste dosis van een maand geleden. En natuurlijk blijven we dat ook goed opvolgen. We zien daar ook wel dat de mensen één keer als ze die eerste prik overwonnen hebben, dat er nog altijd niet echt heel veel mensen zijn die dan die tweede prik niet willen. Ik denk dat dat uitzonderlijk blijft, wat op zich positief is. En we blijven daar ook wel heel actief ook, de mensen ook contacteren om zeker te zijn ook. Dus dat ze die tweede dosis ook zeker komen halen. Dus als we zien dat ze niet onmiddellijk komen en ze worden verwittigd dat ze een tweede dosis krijgen. En als we zien dat ze niet komen, gaan we die ook opbellen om dan toch ook nog weer opnieuw een afspraak te maken en zo verder. En op die manier zien we toch dat we die no-shows echt wel goed onder controle houden. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Sveni. Oui, bonjour. J'ai plusieurs questions. Tout d'abord, vous dites qu'on est au début on se rapproche de plus en plus de la quatrième vague. Est-ce que actuellement, ça vous semble encore possible de l'éviter? C'est une question qui est très difficile. Quand on compare un peu avec ce qui s'est passé, les vagues précédentes, je pense qu'avec les augmentations qu'on voit aujourd'hui, donc au niveau des contaminations, donc des cas positifs, on est réellement au début de la quatrième vague, parce qu'il y a des augmentations qui sont très, très importantes partout en Belgique. Ce n'est pas uniquement à Bruxelles. À Bruxelles, les augmentations sont moins importantes, mais dans les autres provinces, c'est très élevé. Et on voit la même chose un peu dans d'autres pays en Europe. Donc là, je pense en effet qu'on est dans la quatrième vague. On voit également qu'il y a plus ou moins que les contaminations se traduisent également dans des hospitalisations, donc de toute façon. Et donc que ce pourcentage a un peu diminué versus l'année passée, heureusement, grâce à la vaccination. Mais quand même pas non plus qu'il n'y a pas d'hospitalisation parce que le variant Delta est beaucoup plus agressif que d'autres variants qu'on a connus dans le passé. Et il y a quand même une très bonne protection par la vaccination, mais pas une protection complète. Et donc, dans notre région, comme pas tout le monde est vacciné, donc le pourcentage d'hospitalisation est quand même plus élevé également. Donc ça, c'est pour les hospitalisations, donc la pression sur les hôpitaux qui est quand même le plus important. Et par la suite, alors, la conversion des hospitalisations en soins intensifs, où je pense aussi que les pourcentages seront moins élevés grâce à la vaccination, etc., mais où on n'a pas encore vraiment des chiffres exacts. Donc, si on combine tout ça, je pense qu'en effet, qu'on est devant la quatrième vague, en effet, et qu'on doit tout essayer de faire justement pour éviter donc des formes graves de la maladie. Et donc, ça peut se faire via justement la vaccination. Et raison pour laquelle donc, on continue aussi à déployer toutes les actions et tout pour justement essayer d'atteindre la plus de la population, évidemment. Cette quatrième vague se présente comme étant moins importante que la troisième au vu des hospitalisations et du nombre de personnes en soins intensifs? C'est très difficile à estimer. Donc, on a fait des simulations en fin d'été, donc où c'était justement
On a fait des simulations pour voir ne pas dépasser le nombre d'hospitalisations et le nombre de soins intensifs vis-à-vis de la troisième vague. Aujourd'hui, on n'a pas encore reçu les chiffres pour notre région, donc des nouvelles simulations basées sur la situation actuelle. Les chercheurs sont en train de les analyser, mais c'est très difficile d'estimer en ce moment. Donc, on attend. Et en attendant, voilà, les hôpitaux se préparent justement pour pouvoir accueillir de nouveau beaucoup de personnes, malheureusement. Et on verra un peu dans les jours et les semaines qui viennent, est-ce que ça va être au même niveau, un peu plus bas, un peu plus élevé, etc. Ce sera à voir dans les jours et les semaines qui viennent. Mais donc, je pense que le message reste afin de pouvoir l'éviter, que vraiment tout le monde doit faire attention et justement essayer d'éviter qu'on tombe très malade. Et donc, on voit quand même toujours que ce sont les gens qui ne sont pas vaccinés et qui sont des personnes vulnérables, donc avec un âge avancé ou bien des comorbidités. Ce sont les personnes qui sont le plus sensibles pour être très malades. Et donc, pour ces personnes, certainement, être vaccinées, se protéger et donc les autres aussi les protéger via la vaccination et via des mesures de distance, etc. Il faut vraiment faire attention. Quand on regarde, les chiffres de vaccination, on voit encore que, les 12-17 ans sont avec un taux, très, très faible, vraiment très faible en région bruxelloise quand on compare la Flandre et la Wallonie. Comment est-ce qu'on explique ce faible taux de vaccination du côté des jeunes malgré toutes les actions qui sont mises en place? Mais je pense que ça reste les mêmes tendances que les semaines avant. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de parents qui ont quand même peur pour laisser vacciner leurs enfants. Et donc, justement, via toutes les actions de sensibilisation et autres, on arrive quand même à vacciner de plus en plus des jeunes. Donc là aussi, ce sont des efforts qui continuent. Et donc, on a quand même déjà obtenu une augmentation de 14% vis-à-vis début septembre. Donc, on voit que toutes les actions qu'on mène, qu'ils apportent leurs fruits. Ça va long, hein, donc c'est comme pour tout le reste de la population qu'on a une augmentation qui est assez lente, mais ça avance et donc c'est surtout ça qu'il faut regarder, je pense. Mmh. Au niveau de la troisième dose, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il faut se présenter avec, sa convocation ou bien on peut se présenter, comme ça pour avoir, cette troisième dose? Ben, donc, on a donc les personnes avec immunodéprimés, ils doivent recevoir l'invitation et donc parce qu'on ne sait pas, hein, si on est personne immunodéprimée ou pas. Si on pense qu'on est immunodéprimé, qu'on n'a pas reçu une invitation, on peut toujours consulter son médecin pour voir un peu. Mais sinon, donc, ce sont les gens qui se présentent avec leur lettre d'invitation pour se pouvoir faire vacciner. Pour tous les 65+, il suffit de se présenter donc avec sa carte d'identité dans un lieu de vaccination et quand on a reçu donc au minimum il y a 4 semaines la dernière dose, on peut donc recevoir la troisième dose. Et donc c'est un contrôle qui est fait au niveau des différents points de vaccination pour pouvoir vérifier si on a vraiment eu 4 semaines depuis la dernière dose. À côté de ça, donc, toutes les personnes de 65+ reçoivent également une invitation via mail, SMS et papier. Donc, après 4 mois pour un vaccin de AstraZeneca ou de Johnson Mmh. et après 6 mois donc, pour le vaccin de Pfizer et de Moderna, afin d'assurer donc que tout le monde a bien reçu une invitation également sur papier. D'accord, donc parce que il y a quelqu'un qui a 75 ans, qui n'a pas Mhm. reçu d'invitation et qui a été vacciné il y a suffisamment de temps pour avoir droit à sa troisième dose, donc il peut se présenter, Tout à au fait. centre de vaccination. Tout à fait. D'accord. C'est déjà le cas depuis le 4 octobre. Et donc, même ces gens-là, c'est bien aussi d'appeler notre call center et pour qu'ils indiquent également qu'ils n'ont pas reçu la lettre pour qu'on Mmh. puisse vérifier pourquoi ils n'ont pas reçu parce que c'est pas normal. D'accord. Par Il y a de plus en contre, plus de personnes. Oui? pardon. Par contre, pas tout le monde a déjà été invité, donc on descend OK. de tranche d'âge. Donc, mais normalement, les 75+ devraient déjà avoir reçu leur invitation.
Vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont pouvoir se faire vacciner, recevoir la 3e dose, est-ce qu'il y a, dans l'idée de rouvrir un centre, de vaccination ou d'ouvrir une antenne supplémentaire? Pour les 65 plus? Juste pour pouvoir faire face à l'afflux de personnes, entre guillemets, entre celles qui ne sont pas encore vaccinées, celles qui vont recevoir la 2e dose et celles qui vont recevoir une 3e dose. Ben, on estime que pour le moment, donc, les capacités sont suffisantes. Donc, on a les 4 centres de vaccination où on a réaugmenté les heures d'ouverture et donc aussi le personnel, donc le nombre de lignes avec lesquelles on s'est vacciné. Donc, ça, c'est pour les 4 centres de vaccination. Et à côté de ça, donc, on a quand même une très belle couverture, donc, avec entre 20 et 30 points de vaccination dans la région en totalité. Donc, avec ça, on pense qu'on devrait pouvoir couvrir nos besoins. L'hiver approche, donc il fait de plus en plus froid. Les vaccibus fonctionnent, mais il faut attendre, dehors. Est-ce qu'ils vont continuer pendant l'hiver ou bien il va y avoir d'autres actions qui vont remplacer ces vaccibus, des actions peut-être plus, à l'intérieur? On est en train de regarder justement comment on peut garder les bus, mais donc avec des endroits d'attente, ou bien à l'intérieur, ou bien protégés pour que justement on ne va pas geler pendant la période d'attente en fait. Comment est-ce que vous envisagez, la suite avec, bah, justement l'hiver qui se rapproche, à grands pas? Est-ce que, il y a de nouveaux objectifs maintenant que les 70 sont atteints? Et selon vous, est-ce qu'un Noël en famille, est possible au vu de la situation actuelle? Je pense que pour le moment, on continue donc, à mettre tous les efforts possibles pour continuer à augmenter le pourcentage de vaccination. On voit toujours que ça porte ses fruits, hein, donc toutes les actions de sensibilisation qu'on mène et les actions de vaccination. Donc, pour le moment, il n'y a pas de raison pour diminuer ou pour arrêter ces actions. Donc, ça, on continue et on verra jusqu'où on peut arriver justement pour atteindre un pourcentage le plus élevé possible. Pour la question pour Noël, je pense que c'est tôt pour la répondre. J'espère qu'on va y arriver et donc ça va dépendre de tout le monde en fait. Et le comportement, attendez juste. Et donc, pardon, pour passer les congés de Noël, on verra bien, mais donc ça va dépendre justement du comportement de chacun et chacune, de justement essayer de limiter hein, donc, le nombre d'infections et le nombre d'hospitalisations au maximum. Et donc, j'espère avec vous qu'on va tous ensemble y arriver. Est-ce qu'il y aurait un taux de vaccination minimum à atteindre pour, s'assurer un Noël en famille? Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. On voit également donc hein, en Flandre où le taux de vaccination est très élevé, qu'il y a quand même aussi cette 4e vague qui s'annonce. Donc je pense que voilà, on apprend tous les jours du virus et que voilà, on doit continuer vraiment à également respecter d'autres mesures à côté de la vaccination pour s'assurer justement que le nombre d'infections et de la pression sur les hôpitaux reste sous contrôle. OK, super, merci beaucoup. Nina. Goedemiddag. Over de coronapas. Mijn eigen ervaring in Brussel is dat als je bijvoorbeeld naar een café gaat, dat wat meer institutioneel is om het zo te zeggen. Ik zeg maar iets Beaux-Arts of AB. Enfin, AB weet ik nu niet. Maar dit soort instellingen, dat je daar gecontroleerd wordt en ook streng gecontroleerd met de identiteitskaart erbij. Maar het gewone café om de hoek, het sympathieke buurtcafé, daar is niemand die vraagt naar een coronapas. Enfin, dat is mijn ervaring, ook die van collega's. Wat is uw reactie daarop? Hebben jullie bijvoorbeeld eigen steekproeven gedaan of zo? Ja, ik denk dat wij ook inderdaad die feedback ook meer en meer krijgen momenteel. En dus ja, we zijn daar ook in contact dus met de sectoren en met de verschillende gemeentes om toch te kijken om die controles gaan op te voeren. Want het is natuurlijk, het heeft geen zin om een CST in te voeren als er dan achteraf die niet wordt toegepast. En het is opnieuw dus om zo goed mogelijk ervoor te zorgen dat mensen op een veilige manier nog activiteiten kunnen ondernemen, dat die CST is ingevoerd. En dan moet het natuurlijk ook verder gecontroleerd kunnen worden.
Er zal ook gezegd geweest dus, dat de aanvangsperiode, dus tussen 15 en 30 oktober, nog minder gecontroleerd zou worden en vanaf 1 november dus meer. En dus ik denk dat we daar ook echt wel een duidelijk signaal gaan moeten geven dat er effectief meer gaat gecontroleerd worden. Ook om ervoor te zorgen dat iedereen veilig op café of restaurant kan blijven gaan. Zeg je daarmee dan dat hadden jullie dit verwacht, dat zolang de tolerantieperiode liep, dat er eigenlijk niets zou gebeuren? Of bijna niets? Ik denk wel dat er een aantal, ik wil het ook een beetje nuanceren, ik denk dat er een aantal mensen wel zeker het spel meespelen. Dus ik denk ook wel een aantal cafés en restaurants die het zeker wel doen. Ook een aantal bezoekers die er ook naar vragen en die zich ook niet veilig voelen, moest er geen controle zijn. Maar ik denk, het is altijd een beetje zo. Natuurlijk hadden we gehoopt dat er het niet nodig was om die aanvangsperiode wat minder te controleren. Maar goed, het is wat het is. En dus we gaan nu zorgen dat er toch meer gaat gecontroleerd worden. Komt er nog een specifieke campagne of zo naar de horeca toe? We zijn in contact daar met de verschillende partners om te kijken hoe we het beste aanpakken. Oké, dank je. Alsjeblieft. Tim de Neve. Goedemiddag. Ik vroeg me af of u zicht heeft over de situatie in de scholen in Brussel. Want er wordt nu toch vaak gezegd dat dat op dit moment een beetje de motor is van de golf, of van de nieuwe golf. Heeft u daar een duidelijk zicht op hoeveel scholen blijven er bijvoorbeeld nu dicht nog? Heeft u zicht op de besmettingsgraad en ook op de verschillen tussen kleuter, lager en middelbaar onderwijs? Veel vragen ineens, maar... Ja, ik denk... ik heb vanmorgen nog gehoord dat Niel Hens ook zei van... het is niet de motor, maar de katalysator van de epidemie. Dus ik denk dat we het daar ook een klein beetje nuanceren misschien. Maar in alle geval, er zijn een heel aantal scholen inderdaad waar er positieve gevallen zijn en zo verder. Voor de detailcijfers moet ik u doorverwijzen naar de verschillende bevoegde instanties daarvoor. Dus naar ONE en naar het CLB eigenlijk, om daar de juiste cijfers rond te krijgen. Want dat is ons gevraagd om daar zelf niet te veel over te communiceren. Maar in grote lijnen zien we daar toch wel, dus dat er toch wel een aantal infecties zijn. Vooral langs de Franstalige kant heb ik iets meer cijfers. En waarbij we zien dat er de aantal infecties en de aantal scholen die daar, klassen en scholen die dichtgaan, dat ongeveer stabiel blijft de laatste weken. Dus ik zie daar in de Franstalige kant iets meer in andere provincies dan de Brusselse, dat er stijgingen zijn. Bij ons blijft dat wel wat stabiel. Maar er zijn zeker wel een heel aantal infecties daar gebeuren. En dat situeert zich eigenlijk op alle niveaus van de school. Dus het is zowel het lager als het secundair onderwijs die daar gedetecteerd zijn. Zijn daar nog extra maatregelen mogelijk? Ik wil zeggen, de klassieke van ventilatie bijvoorbeeld. In Brussel is ook het mondmasker nog verplicht. Hè? Zijn daar nog dingen mogelijk? Er is morgen bijvoorbeeld overleg daarover. Wat ziet u nog als oplossingen? Ja, ik denk dat we daar inderdaad, we zitten daar al met mondmaskers en met ventilatie en zo verder. Ik denk dat die ventilatie zeker een heel belangrijk gegeven daar ook is. De andere zaken, kunnen we terug aan zaken gaan denken zoals die vorig jaar ook zijn ingevoerd geweest. Ik denk dat we het ten alle kosten moeten vermijden om terug een serieuze impact te hebben op die kinderen. Dus laat ons vooral ook het totaalplaatje nog bekijken en de verschillende overleggen afwachten. Ik ga me daar nu niet te zwaar over uitspreken. In het kader van het totaalplaatje, als laatste vraag misschien, hoe erg is het eigenlijk dat kinderen besmet worden met het coronavirus? Hoeft dat het beleid heel hard te bepalen eigenlijk? Ja, er zijn ook heel wat discussies over natuurlijk. Hè. En dus ik denk, zoals er toch aangegeven wordt, de kinderen as such zijn misschien zelf iets minder vatbaar om zeer ziek te worden. Hoewel we ook toch zien dat er zeker bij jongeren toch ook wel ernstige symptomen kunnen opduiken. En dat we toch ook wel zien dat er een heel aantal jongeren zijn met ook COVID-long enzovoort, die toch wel langdurige effecten hebben. Dus ik denk ook niet dat we het probleem zomaar moeten wegvegen. Hè. Dus er kunnen wel impacten zijn. En dan natuurlijk, daarnaast is er natuurlijk ook wel de transmissie van het virus door kinderen en jeugd naar oudere mensen toe. En het is natuurlijk die kwetsbaren en dus de mensen die gehospitaliseerd worden en zo verder. Daar zit natuurlijk het grote risico. En ik denk dat we een goede balans moeten vinden tussen inderdaad dat risico proberen te beperken en de druk op de ziekenhuizen te beperken. Ik denk dat dat nog altijd de uitdaging blijft en dus het criterium waarmee we moeten werken.
En dan ook te kijken van in hoeverre dat daar de activiteiten van kinderen en zo verder niet kunnen doorgaan. Ik denk dat we er alles aan moeten doen om dat wel mogelijk te maken. En dus de jeugd van de kinderen zo weinig mogelijk te impacteren door dat virus. En dat we ook voor de rest van de samenleving goed moeten kijken hoe we daarmee kunnen omgaan. En daar ook als volwassenen misschien iets meer verantwoordelijkheid pakken om toch die kinderen te kunnen verhelpen. Dank u. Adeline Tolo. Merci pour la présentation. Moi, je me demandais, par rapport à l'épidémie de grippe aussi qui risque d'arriver au niveau de l'hiver, on sait que du coup, il y a la vaccination, au contraire de la précédente vague, mais est-ce que ça risque pas d'avoir un impact sur les hôpitaux et le taux d'hospitalisation aussi? Oui, bien sûr. Et donc, c'est là justement qu'il y a deux choses. Hein. Donc, d'abord aussi la vaccination de la grippe. Hein, où on ne peut que fortement conseiller aussi que les personnes vulnérables se vaccinent également contre la grippe, hein, où c'est également possible donc, de combiner les deux vaccins. Hein. Donc, il ne faut pas attendre la vaccination Covid pour avoir son vaccin de la grippe. Et donc, à partir de début novembre, c'est vraiment très conseillé justement pour les personnes vulnérables d'avoir un vaccin de grippe. Et également, évidemment, au niveau des hospitalisations, il faudrait également prévoir quand même une capacité. Maintenant, c'est ça que les hôpitaux ont prévu, justement, une capacité dédicacée pour les personnes Covid. Et d'où justement vraiment cette importance sur cet indicateur-là pour pas avoir trop de pression sur les hôpitaux. On sait déjà qu'avec les capacités en soins intensifs qui sont prévues, qu'il y a déjà d'autres maladies qui doivent être retardées, hein, donc le traitement des maladies, pardon. Donc, ce qui n'est pas du tout bien et pas du tout désirable. Et donc, justement, voilà, il faut à tout prix essayer justement d'éviter cette pression sur les hôpitaux pour justement avoir assez de capacité pour toutes les autres maladies. D'accord. Et par rapport à la stratégie de testing, donc on a vu que pour les personnes non vaccinées, comme le test rapide est valable seulement 48 heures, il me semble, il y a beaucoup de gens qui le font en pharmacie, notamment les pharmacies de garde. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de surcharger les pharmacies au niveau de la stratégie de testing? Je pense que là, le message, justement, comme un test antigène, les résultats valables pendant 24 heures après l'obtention des résultats, en fait, le lendemain hein, de l'avoir fait le test, tout le monde peut encore aller faire son test en pharmacie le samedi matin. Et là, les pharmacies à Bruxelles sont quand même ouvertes. Et alors, ce résultat de test est valable également pour le dimanche. Donc, comme ça, on couvre quand même le week-end et qu'on ne doit pas surcharger les pharmacies. Les pharmacies sont vraiment en partenariat avec nous pour justement faciliter ces tests. Et donc, si les citoyens s'organisent bien, il ne doit pas avoir une pression sur les pharmaciens de garde. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite tous une très belle journée. Et donc, protégez-vous bien et vos proches. Dankjewel allemaal en een fijne dag verder. Tot later. Bonne journée tout le monde. Dank u wel.